de Kinshasa. Dans l'actualité de ce jeudi, rien n'avance à Kampala entre le gouvernement et les rebelles du M23. C'est la coince à propos de l'exigence du M23 de faire signer un cessez-le-feu par le gouvernement. Pendant ce temps, à Kinshasa, les partis de l'opposition prennent acte de cet échec de Kampala 6. À l'UDPS, l'on pointe du doigt accusateur le gouvernement et à la plateforme FAC, on appelle au dialogue national. Enfin, les sénateurs ont été éclairés sur la situation de crise qui prévaut dans la province de l'Équateur. Le ministre de l'Intérieur a plaidé pour une commission d'enquête mixte Parlement-gouvernement pour faire la lumière sur cette crise qui paralyse l'Équateur. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Bonsoir. Les négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les mouvements du 23 mars sont bloquées à Kampala. C'est la coince à propos de l'exigence du M23 de faire signer un cessez-le-feu par le gouvernement congolais. Pour débloquer les discussions, beaucoup espèrent dans le médiateur ougandais qui a reçu mercredi les chefs d'état-major de la région RDC, Ouganda, Rwanda. Par ailleurs, dans l'est de la RDC, une enquête de la MONUSCO a permis de confirmer de nombreux cas de viol. Crise à la province de l'Équateur, une commission mixte Parlement-gouvernement devrait être mise en place pour faire la lumière sur les conflits qui opposent le gouvernement provincial à l'Assemblée provinciale de cette province. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé ce jeudi devant les sénateurs. Richard Muyej-Manguez était devant les élus des élus pour répondre à une question orale sur cette affaire. Serge Kouete, Trésor Touabila, Kassa Kiswamou et Blanchard Kandolo pour les reportages. Le sujet a fait l'actualité depuis le début de la semaine. Rien ne va entre l'exécutif et l'organe délibérant de la province de l'Équateur. Les deux organes se regardent en chien de faïence depuis quelques jours à la suite de l'initiative de destitution du gouverneur Jean-Claude Baïndé. Tout a été dit sur ce dossier. Voilà pourquoi Richard Muyej-Manguez, en sa qualité du ministre de l'Intérieur, a profité de ces tribunes du Sénat pour donner la version officielle de la situation, avec à la clé le trouble de l'ordre public par les militants du parti politique ADH du gouverneur Jean-Claude Baïndé. Nous venons de faire un premier rapport à la demande du Sénat devant la Chambre haute. Mission d'enquête qui va encore ce samedi. Et moi-même, le temps venu, je devrais m'y rendre parce que je voudrais que rapidement la Cour suprême nous fasse la lecture de faits. Nous allons maintenant rencontrer le Premier ministre et très prochainement le chef de l'État pour qu'il prenne aussi en compte les éléments que nous avons pu recueillir sur le terrain. Le ministre pointe du doigt les politiciens originaires de cette province basée à Kinshasa d'être à la base de cette nouvelle tension dans cette partie du pays. Pour établir les responsabilités, une commission d'enquête mixte Parlement-gouvernement devra descendre en Mbandaka pour être édifiée. Les pourparlers de Kampala 6 engagés entre Kinshasa et les rebelles du M23 en vue de mettre un terme à la guerre dans l'est de la RDC évoluent à pas de tortue. La preuve en est que depuis l'ouverture des travaux le 8 décembre dernier, les discussions sur les contenus de ces pourparlers continuent dans la capitale ougandaise. Je vous propose ces commentaires de la rédaction avec Anita Luamboa. Préoccupé par la lenteur qui caractérise ces travaux, le ministre ougandais en charge de la défense et médiateur de ces négociations est inquiet. Se confiant à l'agence Chine Nouvelle, Crispus Kiyuga a fait remarquer que ces assises pourraient prendre plus de temps que prévu avant de noter « Nous sommes ici pour assurer que le dialogue soit réussi. Les négociations ne peuvent pas s'achever en une journée. L'importance, c'est avoir un accord. » En dépit de l'adoption par les deux parties du règlement intérieur du dialogue, on s'aperçoit que les travaux de Kampala 5 ont encore un long chemin à parcourir. Raison pour laquelle il y a lieu de soutenir qu'ils sont sur les traces de Sun City. Toute comparaison n'est pas raison, dit-on, mais toujours est-il que l'idée de comparer ces deux événements n'est pas erronée. Interrogé il y a quelques jours par RFI au début de ces dialogues, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minaku, avait exprimé une crainte, celle de voir les travaux de Kampala 5 se dérouler à l'instar du dialogue intercongolais de Sun City de 2002. Ce qu'on craignait n'est pas inévitable au regard du temps que ce dialogue a pris depuis son ouverture.
Compte tenu de la dégradation de la situation humanitaire sur le terrain et la psychose qui habite encore les esprits des populations du Kivu, le souhait des Congolais est de voir ces travaux se terminer le plus tôt possible. Cela permettra aux milliers de personnes déplacées de retourner dans leurs localités respectives et reprendre dans la quiétude les activités quotidiennes. Pour y arriver, le gouvernement et les rebelles du M23 doivent transgresser leurs différends afin de privilégier l'intérêt général de la nation. Plusieurs mois de guerre avec son cortège de malheurs suffisent déjà. Les populations du Kivu qui ont tant souffert ont droit à la vie. Une vie qui a de sens que lorsqu'elle est vécue non seulement dans des bonnes conditions mais aussi et surtout en toute quiétude. En l'absence de la paix et de la sécurité, on ne peut jamais prétendre accéder à un quelconque développement. C'est pourquoi les participants au pourparlers de Kampala 5 sont appelés au sens de responsabilité devant cette crise qui a causé d'énormes dégâts aux conséquences incalculables. D'où l'impérieuse nécessité de voir le dialogue de Kampala déboucher sur une solution durable qui épargnera une nouvelle crise en République démocratique du Congo. L'UDPS monte au créneau pour condamner la guerre qui ne cesse de faire des victimes dans la partie orientale de la RDC. Le parti d'Étienne Tshisekedi pointe un doigt accusateur au régime en place pour la persistance du dysfonctionnement de l'État qui couvre la RDC de la honte et du ridicule aujourd'hui après l'échec des Kampala 6. C'est l'essentiel du point de presse tenu ce jeudi au siège du parti dans la commune de Limete. Reportage Marie-Jeanne Bibomba, Véronique Sienga et Fiston Buni. Au cours de cet échange avec la presse, Bruno Mavangou accuse le gouvernement d'être à la base de la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Le Congo est victime de l'absence d'un leadership fort. Le parti d'Étienne Tshisekedi rappelle que ceci est consécutif au refus du chef de l'État d'appliquer les judicieuses solutions de Sun City. Voilà pourquoi l'UDPS joint sa voix à celle de son président national pour affirmer que la majorité au pouvoir est responsable de ce qui se passe à l'est du pays. L'UDPS affirme que l'entente nationale, la cohésion, ne saurait se réaliser à la demande des putschistes, auteurs d'un spectaculaire op-dop électoral décrié dans le monde entier qui a isolé le Congo et en a fait la risée du monde. Pour l'UDPS, les entretiens des Kampala ne constituent ni le cadre, moins encore le moyen approprié pour résoudre cette crise. Selon la fille aînée de l'opposition, la crise de l'Est est le prolongement du déficit de légitimité au sommet de l'État. Que seul Étienne Tshisekedi, en qui le peuple a placé sa totale confiance, est à même de rassembler, de laver l'opprobre dont on a couvert le Congo. Lui saura arrêter la descente aux enfers, cimenter la cohésion du peuple et relever la patrie en danger. L'UDPS est convaincu qu'il n'y aura jamais de cohésion nationale sans l'implication des leaders politiques, dont son président national, Étienne Tshisekedi. Pour sa part, la plateforme de l'opposition, les forces acquises au changement, dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Kinshasa, persiste et signe les pourparlers des Kampala ne sont qu'un échec. Elles invitent donc toutes les forces vives du pays, opposition, majorité et société civile, à un dialogue pour sortir le pays de la crise qui la secoue, une crise qu'elle qualifie de politique. C'était au siège de cette organisation. Voici un extrait de leur déclaration au micro de Nadine Laing et Job Peke. Ayant pris la mesure des défis que la République démocratique du Congo doit relever pour se mettre à la hauteur des enjeux et réfutons la fatalité de la crise multiforme qui sévit dans notre pays, les FAC opposition ont toujours plaidé pour la tenue d'un dialogue national franc comme seule et unique voie de sortie de crise. Dialogue national parce qu'il faut résoudre la crise dans sa globalité. La crise qui ronge notre pays est une crise éminemment politique. Le dialogue national est le cadre approprié pour trouver les pistes de solutions à la crise
La situation sécuritaire dans l'Est du pays préoccupe les femmes réunies au sein de la Solidarité féminine pour la paix, une ONG d'assistance aux femmes victimes de violences physiques ou sexuelles en RDC. L'organisation a adressé une lettre ouverte ce jeudi à l'administration Obama dans laquelle elle indique que depuis l'invasion du Rwanda sur les sols congolais, 5,4 millions de morts sont comptés et des femmes violées. Mariam Boya, Gladys Ngenge et Cédric Kidimbu. De par sa mission, cette organisation travaille pour la promotion des droits des femmes et des enfants dans le territoire de Béni et Ituri. La solidarité féminine pour la paix et le développement intégral attend du président Barack Obama en sa qualité du premier président afro-africain et chef politique du monde, d'Hillary Clinton en sa qualité de secrétaire d'État sortante et de Susan Rice, ambassadeur américain aux Nations Unies, leur implication pour la fin de la guerre. Ces associations sollicitent également de l'aide humanitaire pour mettre fin à la culture de la violence sexuelle et de meurtre. Nous, femmes africaines, nous devons nous battre jusqu'à ce que ces atrocités se terminent. Nous devons faire respecter les droits des femmes, surtout insister que les acteurs de ces actes, de ces crimes, respectent les femmes en République démocratique du Congo et dans toute l'Afrique. Nous devons mettre fin aux souffrances de notre peuple. Et si nous abandonnons, rien ne changera. Si nous avons peur, rien ne changera. Nous n'avons que des principes et nos corps à notre disposition. Les envahisseurs et les rebelles ont des fusils et des balles. Par ailleurs, la Sofepadi, dans leurs actions sur le terrain, parle d'elle-même, prévient que les femmes vivant dans la zone de conflit sont exposées à ces abus sexuels n'importe quand et où, tant que durera la guerre. Chaque jour, je conseille ces femmes et ces jeunes filles. Le seul choix qu'ils ont est d'accepter le viol et la mort, entre la mort et le viol. Et n'ont que le choix d'accepter le viol. Parce que les militaires leur disent, soit je te tue, soit je te viole. Et pour conserver sa vie, les femmes acceptent d'être violées. Si vous n'ignorez pas notre angoisse, vous pouvez être notre salut, a déclaré Julienne Lusenge, présidente de la Sofepadi, qui ne croit pas non plus aux négociations de Kampala entre le gouvernement et les M23. Amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, le séminaire des 2 jours sous la Convention de New York organisé à l'intention des parlementaires, des avocats et milieux d'affaires s'est clôturé le mercredi au Romeo Golf. De ces échanges, un projet de loi sera initié pour permettre à la RDC d'entrer dans le monde du droit contemporain. Anita Luamba. Les organisateurs de ce séminaire peuvent se féliciter d'avoir atteint leur objectif. Parlementaires, avocats et milieux d'affaires s'en sortent avec des nouvelles connaissances en matière d'arbitrage sur le climat des affaires. Avec la Convention de New York, la RDC entre dans le monde du droit contemporain. Elle doit donc adopter des outils appropriés pour être à la page. Elle doit payer ses créances pour éviter de tomber à la merci des fonds vautours. Il faut que le gouvernement apprenne à payer les créances. Les créances, nous savons qu'il y en a de plusieurs ordres. Et ce sont ces créances généralement qui sont à la base de ce qu'on a appelé ici le fonds vautour. Donc plutôt que de contourner la question autrement, il faut chercher les mécanismes pour faire que ces fonds vautours ne naissent pas, n'arrivent pas à s'accaparer de créances pour nous créer des problèmes. Pour le Sénacom, l'adhésion à la Convention de New York permet à la RDC de moderniser son appareil judiciaire. Le Congo doit rentrer dans le monde du droit contemporain et doit adopter les outils de droit contemporain qui sont mis à disposition du Congo par les Nations Unies et d'autres. Mais le Congo doit être attentif à ce que ces outils ne fassent pas l'objet d'abus, d'une utilisation abusive par des créanciers peu scrupuleux, par des partenaires commerciaux malhonnêtes ou par des fonds vautours. Ce séminaire aura permis aux participants d'acquérir des connaissances approfondies pour plus d'engagement sur le terrain. Malgré toutes ces mesures pour les moins courageuses, la Fédération des entreprises du Congo tire la sonnette d'alarme. Dans un communiqué signé ce jeudi par son président national Albert Yuma, le patronat congolais dénonce la déclaration brutale du climat des affaires dans notre pays depuis quelques jours.
La FEC en veut pour preuve ce qu'elle qualifie d'un balai incessant d'autorités imposant tracasseries, nouvelles pénalités, mise en demeure, accusation des fraudes, remise en cause des contrats, suspicion à l'égard des déclarations des ventes. La liste n'est pas exhaustive. Pour ce juste motif, la FEC sollicite un moratoire en faveur de ses membres. Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques, la commission tarifaire vient de proposer au gouvernement de suspendre la perception du droit des douanes et de la TVA sur non seulement la farine de maïs, mais aussi sur les véhicules de transport en commun importés à l'état neuf. C'est ce qu'a annoncé le président de la commission tarifaire, le directeur général adjoint de la DGDA, Gabriel Mouepou, à la direction générale de cette régie financière. C'était hier mercredi à Gombe. Nadine Laing et Fiston Bouini. Le gouvernement ne baisse pas le bras dans sa lutte pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Quel que soit le manque à gagner sur le plan fiscal et douanier, la commission tarifaire propose la suppression de la perception du droit des douanes et de la TVA sur la farine de maïs. Le président de la commission tarifaire explique. Ici, il s'est agi évidemment de voir comment contenir la hausse de prix de la farine de maïs. Parce que dans le pays d'où proviennent ces denrées, notamment en ce qui concerne le sud de la Zambie, on a connu des problèmes de sécheresse qui a poussé le gouvernement zambien à pouvoir interdire l'exportation de la farine de maïs. Donc en prenant cette mesure, évidemment avec d'autres mesures d'encadrement, le gouvernement espère contenir la hausse des prix sur la farine de maïs. Et pour améliorer l'offre de moyens de transport en commun, la commission tarifaire propose l'allègement de la fiscalité sur les véhicules neufs importés en RDC. Pour Gabriel Mouepou, les vieux véhicules doivent disparaître en vue d'assurer la sécurité de la population. Ces décisions vont dans le sens de la promesse que le gouvernement a faite. Comme vous le savez, au moment où le gouvernement a été investi, il a promis de pouvoir améliorer l'offre de transport en commun. Nous vivons un phénomène qu'on appelle le phénomène esprit de mort, où nous avons des vieux bus qui circulent, qui sont vétustes et qui généralement occasionnent des accidents de circulation. Le gouvernement a estimé qu'il fallait d'abord importer des nouveaux bus. Je pense qu'il y a des nouveaux bus qui vont arriver incessamment. Alors, pour alléger les formalités de dédouanement, mais aussi inciter les autres investisseurs, qui soient étrangers ou congolais, à investir dans les secteurs de transport. À travers toutes ces mesures, le gouvernement entend, dans la mesure du possible, alléger les difficultés quotidiennes des Congolais et peut-être donner un contenu à l'année du social prôné par le chef de l'État. 6,4 millions de personnes ont un besoin urgent d'assistance alimentaire et agricole. C'est le résultat du 8e cycle d'analyse du cadre intégré de la sécurité alimentaire en République démocratique du Congo. La situation alarmante qui nécessite des actions immédiates. La restitution des travaux ayant abouti à ces résultats a eu lieu ce jeudi au cours d'un atelier organisé par la FAO dans la grande salle de l'OMS. Bijumboui et Jom Peke. Après 8 cycles d'analyse, la situation de la sécurité alimentaire en RDC est loin de s'améliorer, annonce la FAO. 77 territoires sont en phase de crise, 8 territoires sont en situation d'urgence alimentaire. C'est dire que la situation globale de la RDC est dégradante. Cela est dû, selon cette organisation, au regain des conflits armés, à l'enclavement de certains territoires de l'Est du pays, au manque d'infrastructures sociales. La liste n'est pas exhaustive. Conscients de cet état de choses, les partenaires au développement s'engagent à s'investir beaucoup dans ce secteur pour rectifier le tir. Nous allons dans un premier temps faire une large diffusion des résultats à tout le monde pour que tous les acteurs puissent déjà prendre conscience de la situation. Et deuxièmement, il y a des forums qui existent déjà, qui intègrent et le gouvernement et tout ce qui est partenaire technique et financier. C'est de s'asseoir autour d'une table, on voit concrètement par rapport aux résultats, comment dégager les moyens
pour quel type d'intervention adéquate et où est-ce qu'on doit vraiment allouer donc, ces interventions. C'est un engagement, mais aussi un appel au pouvoir public qui, à leur tour, accepte de répondre favorablement. Nous devons voir dans quelle mesure trouver des stratégies de correction, n'est-ce pas, de la situation. Le ministère de l'Agriculture s'attelle, n'est-ce pas, à respecter sa feuille de route, autrement dit, pousser les paysans à produire, et là, on ne les pousse pas seulement, il faut les appuyer. Il faut les appuyer matériellement et même techniquement. Le 8e cycle ainsi analysé, il appartient donc aux acteurs impliqués dans la lutte contre l'insécurité alimentaire de tenir parole pour ainsi changer l'ordre des choses. Peut-être qu'avec le prochain cycle d'analyse prévu en 2013, il y aura une amélioration sur le terrain. Les professionnels de santé de 2e et de 3e cycle réclament le paiement de leurs primes de risque au même titre que tout le personnel de santé. Ce jeudi, ils ont pris d'assaut la vice-primature en charge du budget pour exiger cette prime. Oscar Bakandoa, Baby Malobo. L'ambiance était vive devant le ministère du budget. Les pro-santé de 2e et 3e cycle réclamaient la paye de leurs primes de risque non payées depuis plusieurs mois. Ils s'étonnent du fait que malgré la lettre de leur ministre des tutelles à son collègue du budget pour décompter la situation, rien n'a été fait. Le contenu de la dite lettre est lu à l'intention des manifestants. Cette requête est motivée par les considérations ci-après. L'ouverture d'un chapitre budgétaire au budget 2012 avec un crédit de plus de 3 milliards de francs congolais pour les 3 derniers mois de l'année en cours. La reprise de ces crédits dans le plan d'engagement budgétaire du 10 septembre 2012, document exécutoire du crédit précité. Ils sont tous déterminés à aller jusqu'au bout de leur démarche en vue d'obtenir le paiement de leurs primes avant la fin de l'année. Tout a été fait et nous avons déposé, notre ministre de la Santé a écrit. Notre ministre a écrit au ministère du budget, mais nous étions étonnés que jusqu'à ce jour, depuis 20 jours que le document est arrivé au ministère du budget, on ne l'a pas traité. Et nous croyons que c'est un sabotage de leur part. Et c'est pour cela que nous sommes en train de continuer notre action, ici à la vice-primature chargée du budget. Même s'il faut passer la nuit ici, nous passerons s'il n'y a pas de solution. Le gouvernement devra tout mettre en œuvre pour répondre favorablement aux revendications de ces hommes et femmes qui ne réclament que leurs droits. La campagne « Nous pouvons » plus que jamais déterminée à lutter contre toutes sortes de violences basées sur les genres. Hier mercredi, c'était le tour de toutes les femmes venues des différentes confessions religieuses d'être sensibilisées sur ces fléaux pour qu'à leur tour, elles sensibilisent les jeunes de leur milieu. C'était au centre Lindongue à Limete. Nadine Laing et Job Mpeke. Toutes ces femmes, 30 au total, viennent de différentes confessions religieuses pour prendre part à cette campagne de sensibilisation sur les violences basées sur le genre. Major Jeannette Kitombodi, qui représente l'armée du salut, a du mal à cacher sa satisfaction. Cette rencontre lui permet de s'affirmer comme une femme engagée dans la lutte contre ce fléau. Je sors de ces assises vraiment une femme engagée. Cet engagement, je vais l'exprimer en commençant par moi-même, comportement. Je vais commencer par moi-même et ensuite transmettre ce message aux autres, faire tout pour que mes amis, mes collègues femmes puissent comprendre. La coordonnatrice de cette structure estime pour sa part qu'avec cette formation, les femmes éclairées sur les différentes sortes de violences pourront à leur tour constituer de véritables relais au niveau de la base. Dans le cadre du suivi de cette action, la coordination a exigé de renforcer un premier noyau de formatrices capables de multiplier l'action dans le milieu confessionnel. Donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui, au regard du micro-plan de 6 mois que nous avions élaboré avec les femmes des confessions religieuses, nous avons organisé cette première activité pour que nous ayons des personnes relais au sein des confessions religieuses en vue de promouvoir la campagne, l'approche de la campagne Nous pouvons. Les participantes se sont engagées à faire cette grande bataille de la promotion de la junte féminine. Cette formation est sanctionnée par la remise de brevets aux participantes.
L'Office congolais du contrôle profite des festivités de fin d'année pour présenter ses vœux au chef de l'État ainsi qu'aux membres de sa famille. Albert Kassongo Mukonzo et tout son personnel souhaitent que l'année 2013 qui pointe à l'horizon soit une année de paix et de l'accomplissement du grand projet de la révolution de la modernité. L'OCC saisit également cette opportunité pour témoigner toute sa compassion au malheur qui frappe la population congolaise du fait de la guerre qui prévaut dans l'est du pays. En page internationale de ce journal, Vladimir Poutine doit prendre acte de l'interdiction pour son Parlement de l'adoption des enfants russes par les étrangers. Le président russe l'a dit ce jeudi alors qu'il tenait sa première conférence de presse. Euronews. En Russie, le président Vladimir Poutine tenait ce jeudi sa première grande conférence de presse après son retour à la tête de l'État. Le chef du Kremlin a notamment salué la décision des députés d'interdire l'adoption d'enfants russes par des étrangers. Cette décision est une réponse à la loi Magnitsky, votée récemment aux États-Unis. Ce texte concerne les droits de l'homme et il a suscité la colère de Moscou. En fait, les États-Unis ont remplacé une loi anti-soviétique, anti-russe, par une autre loi du même genre. Les Américains ne peuvent pas s'empêcher d'agir ainsi. Ils essayent de s'accrocher à tout prix au passé. Ce type d'attitude n'est pas bon, cela ne fait qu'empoisonner nos relations. Pour répondre à cette question concernant l'adoption de nos enfants par des étrangers, autant que je sache, la grande majorité des Russes y est clairement opposée. Le président russe a également balayé les interrogations sur son état de santé. Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs circulaient sur d'éventuels problèmes au dos. Ces rumeurs ne servent qu'aux opposants politiques qui essaient de remettre en cause la capacité d'action des autorités. En Russie, la réponse traditionnelle sur la santé, c'est « il est inutile d'attendre ». Enfin, Vladimir Poutine a fait savoir qu'il était prêt à accorder un passeport russe à Gérard Depardieu. L'acteur français est au cœur d'une polémique. Il dit vouloir quitter la France pour des raisons fiscales. Le président russe est préoccupé pour la situation de la Syrie. Déjà, près de 44 000 morts sont enregistrés depuis les débuts de contestation du régime de Bachar al-Assad. Euronews. La Russie s'inquiète plus du sort de la Syrie que de celui de Bachar el-Assad. C'est ce qu'a déclaré ce matin Vladimir Poutine, qui se dit préoccupé. Euronews s'est entretenu à Moscou avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Admettez-vous la possibilité de la victoire de l'opposition du départ de Bachar el-Assad ? Vous savez, dans cette guerre, il n'y aura pas de gagnant. C'est une guerre de destruction mutuelle. Actuellement, il se passe des choses horribles autour et à l'intérieur du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. On essaie d'entraîner les Palestiniens dans cette guerre intestine. La Russie est-elle prête à reconnaître l'opposition syrienne unie ? Mais vous savez, on n'a pas besoin de reconnaître ou non qui que ce soit. Nous travaillons sans exception avec tous les groupes de l'opposition qui représentent tel ou tel courant de l'opposition syrienne. De la même façon, nous allons travailler, nous sommes prêts à travailler avec la coalition nationale ou avec toute autre configuration qui naîtra sur ce champ politique du côté de l'opposition. L'important, ce n'est pas de reconnaître ou non, c'est de pousser tout le monde dans la même direction. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les violences en Syrie ont fait plus de 44 000 morts, dont plus de 30 000 civils, depuis le début de la contestation contre le régime de Bachar el-Assad il y a 21 mois. Un communiqué officiel du COPIREP après la promulgation par son Excellence Monsieur le Premier ministre du décret numéro 12/031 du 2 octobre 2012 fixant les règles de reprise des passifs non assurables des entreprises publiques transformées et sur instruction de Madame la ministre du portefeuille, le COPIREP organise du 19 au 21 décembre 2012 avec la participation du CPCC, CSP, DGI, DGRAD et DGDP, un atelier pratique sur les traitements financiers et comptables de ces passifs. Les entreprises transformées ci-après qui ne se sont pas présentées aux travaux
ou qui n'ont pas produit tous les documents demandés sont attendus vendredi 21 décembre 2012 à partir de 8h30 au Cercle Caritas, suivant les programmes ci-dessous. Date 21 décembre 2012, 8h, groupe 1 GCAMIN, groupe 2 SNCC, groupe 3 Régie des eaux, groupe 4 RVF, groupe 5 OCC, groupe 6 RTNC. 9h15, groupe 1 Socidaire, groupe 2 RVA, groupe 3 SNEL, groupe 4 Office des routes, groupe 5 FPI, groupe 6 ACP. 10h30, groupe 1 Sokimo, groupe 2 CVM, groupe 3 Cohydro et Sonas, groupe 4 OVD et City Train, groupe 5 INCS, INPP, groupe 6 FIKIN, INERA. Toujours à 11h45 plutôt, groupe 1 MKMN, groupe 2 CMDC, groupe 3 Sonas, Cohydro, groupe 4 OVD, City Train, groupe 5 INCS, INPP plutôt, groupe 6 FIKIN, INERA. 13h pause, 14h, groupe 1 Sodmico, groupe 2 SCTP, groupe 3 FCTP encore, groupe 4 OGFREM, groupe 5 ONC, groupe 6 ICCN. 15h15, groupe 1 Afridex, groupe 2 LAC, groupe 3 Cadeco, groupe 4 INS, groupe 5 OND, groupe 6 IMNC. 16h30, groupe 2 CFUP, groupe 4 OPEC, enfin groupe 6 IJZBC. Voilà, le communiqué est signé par le secrétaire exécutif du COPIREP, le professeur Ilunga Ilunkamba. À présent, nous allons lire les journaux parus ce jeudi à Kinshasa, sélectionnés et commentés par Rosa Wazi. Le M23 exige un cessez-le-feu. L'information est à la une du journal paru ce jeudi dans la capitale. Les phares annoncent que la rébellion du M23 a réclamé mercredi la signature du cessez-le-feu avec les autorités de la République démocratique du Congo, accusant Kinshasa de faire traîner les négociations à Kampala pour renforcer ses positions dans l'est de la RDC. Si on ne signe pas un accord de cessez-le-feu, il est difficile de continuer les négociations, a déclaré le chef politique du M23, Jean-Marie Rouniga, qui ne participe pas aux discussions, rapporte l'Observateur. De son côté, la délégation de la RDC note le potentiel, ne veut pas aborder la question des signatures du cessez-le-feu qui, selon elle, n'est pas reprise dans l'agenda de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Paul Kagame, dans le collimateur d'Obama, c'est le titre à la une du journal Le Potentiel. Longtemps acculé par la classe politique et son opinion publique pour ce qui est considéré comme une indifférence au drame de l'Est de la RDC, le président américain Barack Obama a finalement rompu le silence en sermonnant le président rwandais Paul Kagame. Un coup de fil parti de la Maison-Blanche a suffi pour ramener l'homme fort de Kigali sur le droit chemin. Les États-Unis ne tolèrent plus son aventure dans l'est de la RDC. Au-delà des simples engueulades, l'opinion congolaise attend voir l'administration américaine peser de tout son poids pour obtenir les sanctions recommandées par le groupe d'experts de l'ONU. L'avenir s'étonne que le président Barack Obama ait attendu que la ville de Goma tombe entre les mains des terroristes, où des milliers de populations soient contraintes à l'errance, que des centaines de morts soient enregistrées, que les ONG internationales aient dénoncé l'implication du Rwanda, que les experts des Nations Unies aient démontré noir sur blanc l'implication du Rwanda pour qu'il se prononce enfin. Ceci pour dire que si Obama est intervenu aujourd'hui, c'est parce qu'il a été soumis à une forte pression, conclut le confrère. La référence plus, quant à lui, parle de la MONUSCO qui est prête à défendre la ville de Goma. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé du maintien de la paix, Hervé Ladsous, a indiqué mardi 18 décembre au sorti d'une réunion du Conseil de sécurité à New York être prêt à envoyer des renforts en République démocratique du Congo en réaction au mouvement rebelle dans la région de Goma. Et voilà qui met fin à cette synthèse de journaux parus ce jeudi dans la capitale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.